Bonjour, merci aux organisateurs, au docteur Hamid, de m'avoir invité pour cette présentation, cette session de formation qui m'a donné l'occasion de revisiter cette merveilleuse ville de Strasbourg, l'Alsace, et les différentes péripéties de mes aventures quand j'étais interne ou chef de clinique à Genève. Je pense que le docteur Lamblin a aussi tout dit dans la présentation qui vient de se passer, et c'était la partie capitale du diagnostic. J'espère que je vais... Du diagnostic et de la suture réparation de ces lésions sphinctériennes en salle d'accouchement. Je vais vous faire le chemin logique, en fait, à travers ce diagnostic. La première étude qu'on avait faite, c'était d'interroger des primipares 3 mois après leur accouchement et d'évaluer la fréquence des symptômes urinaires, anorectaux, dyspareunie, etc. Donc on sait tous la difficulté qu'il y a de passer de l'ampliation périnéale à l'accouchement avec une épisiotomie éventuellement et d'évaluer la sévérité de la lésion sous-jacente. Donc on avait chez ces primipares, c'est en Suisse, je ne pense pas que ce soit très différent ailleurs dans le monde, on a sur 1200 femmes qui accouchent pour la première fois, 300 femmes qui ont un périnée intact ou quasiment intact, ça fait un quart, la moitié qui va avoir une déchirure périnéale du 2e degré ou une épisiotomie qui correspond à la même sévérité d'atteinte périnéale. Dans cette étude-là, on avait 80, c'est-à-dire 7-8% de déchirure périnéale 3 ou 4. C'était une période où on en avait beaucoup parce qu'on a fait plusieurs études là-dessus, on a beaucoup parlé. Et je pense que quand on parle plus de déchirure périnéale sévère, on en trouve plus. Et puis on avait notre petit 10% de césarienne. C'était une cohorte de femmes qui était prévue pour un accouchement par voie basse. Je pense que c'est acceptable. Parmi ces femmes, ce qu'on voit, c'est une femme qui a un périnée intact, pas de déchirure sévère, incontinence anale 8%, incontinence urinaire 10% dans cette catégorie-là. Si on a une déchirure un peu plus sévère, grade 2, on a eu 15% d'incontinence anale, à peu près le double. La même chose pour ce qui est de l'incontinence urinaire. Quand on passe aux déchirures sévères, diagnostiquées cliniquement, suturées cliniquement, on arrive quand même à 20% de symptômes anorectaux à 3 mois après l'accouchement. On reste dans les 12% d'incontinence urinaire. Et les femmes qui ont des césariennes, on retrouve 8% d'incontinence fécale et puis 5% d'incontinence urinaire. Ce qui était intéressant là-dedans, je pense vraiment de voir, c'est le gradient sur les symptômes anorectaux avec la sévérité de la lésion périnéale, et puis sur le plan urinaire, pas tellement de différence avec la sévérité de cette lésion, et le rôle protecteur de la césarienne, plus pour l'incontinence urinaire, et aussi pour l'incontinence fécale, où on revient à peu près à ces proportions-là. On réfléchira à ces chiffres peut-être un peu plus tard. Comme on a montré tout à l'heure, on peut faire un diagnostic d'une échographie. On peut faire l'échographie périnéale par voie endo-anale. Il faut une sonde rotative 360 degrés ou presque endo-anale. C'est un équipement qui n'est pas disponible partout. Je n'ai pas mis les diapositives. Vous avez tous des sondes abdominales, des sondes vaginales. Faites-le. On voit très très bien l'appareil sphinctérien avec une sonde convexe standard. Et puis, je ne reviens pas sur les images, le sphincter anal interne qui est hypoéchogène. C'est un muscle lisse avec les fibres lisses qui ne font pas d'écho, et puis le sphincter externe qui est hyperéchogène avec les fibres striées qui renvoient le son et qui font des images, et puis les ruptures qui apparaissent comme un déficit de cette continuité du sphincter. La première question qu'on s'est faite, c'est est-ce qu'on peut faire cette échographie en salle d'accouchement et est-ce qu'on a une valeur prédictive avec ça? Alors on a engagé le dernier interne et on lui a dit, toi, tu vas venir tous les jours et toutes les nuits et tu feras l'échographie sans rien dire, ni à la patiente, ni à l'interne, ni à l'équipe. Tu fais l'échographie, tu classes et puis on regarde ce qui se passe après. Alors voilà ce qu'on a trouvé. On avait, pour la faire plus courte, disons, on avait 20% d'incontinence sur ces 140 dames, enfin un peu moins. Et puis on voit surtout qu'on a une bonne sensibilité, ça veut dire les patientes
qui ont une incontinence, il y en a 70% qui ont une lésion sphinctérienne. Et puis, spécificité, les patients qui n'ont pas d'incontinence, il y a 80% qui n'ont pas de lésion sphinctérienne. Une valeur prédictive positive assez faible, de 37%, parce qu'il n'y a que 37% des femmes qui ont une lésion sphinctérienne qui auront des symptômes. Ça, c'est très important. Et puis, 93% des femmes qui n'ont pas de lésion sphinctérienne échographique qui n'auront pas de symptômes. On a dit, ça marche, on trouve les lésions, on peut faire l'échographie, et puis on a une valeur prédictive, elle n'est pas extraordinaire, mais elle est significative. On pourrait imaginer quelque chose. Donc le pas suivant était de faire l'échographie et de chercher les lésions quand on en trouvait une échographiquement. Alors on a fait un essai randomisé, 750 femmes qui accouchent pour la première fois, qu'on randomise. La moitié ont fait comme d'habitude, examen clinique et on suture ce qu'on a trouvé avant. En l'occurrence, comme on les a sélectionnés pour ne pas avoir de déchirure périnéale 3, normalement ici il y a 0 déchirure 3-4, et puis ici 0-3-4, on fait l'échographie et quand on trouve une déchirure, on la suture. Là, l'interne, il n'était plus d'accord de venir toutes les nuits et tous les jours, donc il faut former toute l'équipe à l'échographie, leur montrer comment ça marche, faire de la formation pour l'échographie, avoir l'appareil en salle d'accouchement, faire l'enseignement de la suture, etc. Ça demande un peu de motivation collective. Ça, c'est les images les plus parlantes qu'on a eues de l'essai. Donc, l'échographie en salle d'accouchement, une fois qu'on est habitué, c'est hyper facile. À l'époque, il y avait 2 appareils différents. Il y avait une sonde Bruel-Équière dans laquelle il fallait purger de l'eau. C'était toute une manutention qui n'était pas faisable. Et il y avait une autre sonde, et il y en a les autres maintenant, elles sont toutes comme ça. C'est aussi facile qu'une sonde vaginale. Et je répète, on peut faire avec une sonde probablement abdominale ou vaginale, mais par voie transpérinéale ou introïtale, c'est aussi facile. Voilà les images. Si l'image elle est facile et complète, c'est que le sphincter est complet. Si l'image elle est incomplète, ça on voit c'est un gynécologue gaucher, parce que la déchirure et l'épisiotomie probablement étaient à gauche. Elle est facile à voir. Celle-là, elle me paraît plus subtile. Là, il y a un déficit assez important, partiel. On voit la déchirure vaginale. Là, il y a un doigt qui est intravaginal pour voir la différence. Ici, une déchirure majeure. Ici, une déchirure majeure. Avec notre échographie, on a trouvé 6% de lésions sphinctériennes supplémentaires. Les premiers travaux de Sultan, Abdul Sultan, et puis les travaux qu'on avait aussi faits, on trouve 30% de lésions sphinctériennes si on fait des échographies à tout le monde. Mais si on est en salle d'accouchement, qu'on doit trouver une lésion, et quand on trouve une lésion, il faut dire à la patiente, il faut appeler le chef de clinique, il faut ouvrir, il faut faire tout ça, on ne trouve plus 30%, on trouve que 5%, c'est déjà beaucoup de travail. On a trouvé 21 déchirures sur 396, et puis on a réussi à en suturer 16. Ça veut dire que parfois, par exemple, celle-là, on trouve à l'échographie, on n'arrive pas à faire une belle image, mais on cherche sur le périnée, on fait le toucher manuel, tout ça, on ne trouve pas. Et puis, on n'a pas le cœur d'ouvrir la peau, d'ouvrir la muqueuse pour une déchirure qui serait plus profonde. Je pense que ça existe aussi, des déchirures en profondeur, et là, on n'a pas eu chaque fois le courage de faire, c'était un essai randomisé, on a fait de façon pragmatique, chacun au mieux de ses capacités et sa conscience. Voilà le résultat qu'on avait. On a interrogé les femmes, on les a suivies 3 mois, 1 an, et puis il n'y avait pas de différence pour ce qui est de l'incontinence légère, 30%, 30%, ça c'est tout compris, un demi-gaz une fois par siècle, etc. Par contre, les symptômes sévères, c'était un score de Wexner supérieur à 4, et là on avait 3% dans le groupe avec échographie, et puis presque 9%, presque 3 fois plus dans le groupe sans échographie. Donc si on suture les sphincters, on a moins d'incontinence. Intervalle de confiance, -2 à -9%. Et 1 an plus tard, on regardait une différence qui est moins importante que là. Il n'y a plus que 7% d'incontinence dans le groupe contrôle, et puis toujours 3% dans le groupe expérimental.
12 cas différents d'incontinence avec 21 sutures qui étaient effectuées, et puis tout ça était significatif. Donc quand même une indication que de mieux diagnostiquer les lésions sphinctériennes était intéressant. C'est un essai randomisé, ça ne change pas la rotation de la Terre, mais il y a un autre essai randomisé qui est en cours, qui a été fait multicentrique en France, peut-être certains d'entre vous ont participé, et puis Xavier Fritel, qui menait ça, m'a dit que ça va sortir bientôt. Donc on aura d'autres données pour voir si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Si jamais ça devait s'avérer que c'est une bonne idée, ne soyez pas effrayés à l'idée de faire l'échographie endo-anale ou périnéale, je répète, ça s'apprend assez vite et je vous promets que c'est moins compliqué qu'un cœur en 4D. Alors Abdul Sultan, qui est le pape de la lésion sphinctérienne occulte, trouvait que ce n'était pas une bonne idée de faire ces échographies en salle d'accouchement, et il n'a peut-être pas tort. Et lui, il avait un autre junior qui s'appelle Andrew, et lui a dit, toi tu viens nuit et jour le week-end aussi, mais tu examines, c'est tout ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de l'écho, tu examines. Alors Andrew, il est venu, il n'avait pas besoin de parler aux femmes, ce n'était pas lui qui avait fait le forceps, il y était pour rien, il disait non, non, déchirure, 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 déchirure. Donc on arrive, juste comme ça, on passe à 20%, 25%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on les diagnostique mal parce qu'on ne fait pas le toucher bimanuel. Ça veut dire qu'on les diagnostique mal parce qu'on ne veut pas les diagnostiquer. Parce que consciemment ou inconsciemment, on ne veut pas transformer un accouchement simple et heureux en un problème qui va réveiller tout le monde et puis devoir aller au bloc opératoire, faire tout ça, etc. Donc ça, je trouve que c'est un document très important. Et peut-être la simple chose de l'échographie, c'est que le lendemain matin, on doit montrer les images. Et on ne peut pas montrer une image qui n'est pas bien parce que ce n'est pas vendable. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, je trouvais aussi très, très intéressant. On a réfléchi à tout ça. Et puis, en fait, le sphincter, c'est important, mais ce n'est pas tout. L'accouchement, il y a bien sûr des modifications tissulaires, des déchirures, des étirements, des muscles, mais aussi des nerfs. Les nerfs courent le long des muscles, ils sont étirés tout autant que les muscles. Il y a des atteintes ischémiques, un accouchement, ça ne dure pas 5 minutes. Et puis, une pathologie qui est plus complexe qu'uniquement la lésion de déchirure auquel on essaye de penser. Tout d'abord, pour la déchirure sphinctérienne, on fait des IRM, on fait des échographies tridimensionnelles maintenant. On peut revoir la plaque des releveurs, on peut voir les releveurs dans tous les sens. Et puis, ça, c'est un exemple extrême, mais on voit bien qu'il y a des asymétries des releveurs, il y a des déchirures des releveurs qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la continence et la statique pelvienne. Et que le sphincter, c'est qu'une partie du releveur, c'est peut-être la pointe de l'iceberg, et qu'il y a des lésions majeures en arrière, des désinsertions ici latérales, des déchirures, des dégénérescences, etc. Et ça, c'est un grand domaine qui est en pleine exploration. Et les mêmes équipes, Sultan et Takar, son épouse à Londres, qui ont fait le diagnostic des lésions sphinctériennes, maintenant ils font le diagnostic des lésions lévatoriennes, et il y aura le même projet, peut-être, d'essayer de les réparer. Et réparer ça en salle d'accouchement, c'est encore un autre sport que le sphincter. D'autres éléments, c'est l'ischémie, ce n'est pas une vue de l'esprit. Si on fait, comme pour un infarctus, on mesure les troponines et toutes ces molécules, je ne connais plus très bien, et je ne les ai jamais connues, on voit quand même qu'avec une césarienne, il y a de l'ischémie musculaire qui se fait. C'est le myomètre, probablement, qui travaille, qui relargue des cellules. Et puis, si on a un forceps ou une ventouse, on a des marqueurs de lésions musculaires et d'ischémie qui sont majeurs. Donc ça, c'est un élément qu'on ne prend pas tellement en compte. Dans le tiers-monde, on connaît bien, il y a les fistules. Tout ça, c'est la nécrose de la paroi vaginale, de la paroi vésicale, de la paroi rectale. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ça existe vraiment. Et ça contribue à la dégénérescence musculaire après l'accouchement. Ça, c'est un modèle sur les souris, j'ai dit des souris et des femmes. Ce n'est pas la même chose, mais ces chercheurs-là, ils ont pris une pince et puis ils écrasent le nerf pudendal de la souris pendant une demi-heure. Et après, on relâche le nerf et on sacrifie les souris après 4 jours et après 6 semaines. Et ce qu'on voit,
Ça, c'est l'urètre, magnifique, hein, l'urètre de souris. Et puis, le normal, des jolis muscles, des jolis noyaux cellulaires. Et après 4 jours déjà, on voit les modifications histologiques de la structure musculaire et de la structure nerveuse. Donc ça a des conséquences, pas seulement à l'endroit de la déchirure, mais la lésion nerveuse à distance entraîne une dégénérescence musculaire. Et puis là, elle montre qu'à 6 semaines, on a des lésions qui sont là, qui sont plus visibles et puis qui reviennent en partie ultérieurement. Donc là, de nouveau, des éléments qu'on ne prend pas tellement en compte actuellement, qu'il faut quand même respecter et qu'on devra probablement évaluer plus tard. Une autre étude très intéressante où ils ont fait des IRM séquentiels après, maintenant je ne sais plus comme ça, je crois après 3 semaines et après 4 mois. On voit sur l'IRM qu'il y a des lésions au niveau de l'insertion des muscles sur l'os, des lésions osseuses, de l'œdème osseux et des déchirures, de nouveau, musculaires, des microfractures, des choses comme ça. Et on voit qu'il y a une amélioration, une guérison de ces lésions, disparition de ces lésions à l'IRM après 7 semaines et puis après 8 mois. Et puis certaines des lésions les plus sévères, c'est les déchirures des releveurs. Il y a une partie qui demeure quand on voit à l'IRM. Donc c'est quelque chose qui reste et puis qu'on retrouve 20 ans après quand on fait la chirurgie du prolapsus. Pour finir, pour relativiser aussi tout ça, on a trouvé un autre interne et puis... Non, mais j'ai aussi été l'interne de quelqu'un d'autre, hein, rassurez-vous. Hein. Et on a retrouvé les femmes 18 ans après leur accouchement. Donc là, il faut faire l'annuaire, il faut faire les téléphones, etc. Et puis on leur a posé des questions sur l'incontinence urinaire, l'incontinence fécale, la fonction sexuelle. Et après une lésion sphinctérienne, les femmes qui avaient une 3-4, 25% avaient des symptômes anorectaux et 22% de celles qui n'avaient pas eu de lésion sphinctérienne. Et puis, pardon, ça c'est les symptômes urinaires, excusez-moi, j'ai mal lu. Pour ce qui est des symptômes anorectaux, c'est 13% après la lésion sphinctérienne et quand même 8% sans lésion sphinctérienne. Et puis pas de différence entre les symptômes de satisfaction sexuelle. Donc il n'y a pas une si grande différence en se souvenant que dans ce groupe-là, c'est les lésions qu'on a réparées, et ça c'est le résultat de cette réparation, et que dans ce groupe-là, il y a toutes les lésions qu'on n'a pas diagnostiquées quand même, qui vient un petit peu polluer, si j'ose dire, ce groupe-là. Mais quand même. Et tout ça, pour faire un peu d'épidémiologie, parce qu'on peut le faire, c'est juste avant le déjeuner. Qu'est-ce qu'on calcule? C'est le risque attribuable dans une population à un facteur. On a 2 populations. On a les femmes qui ont eu une lésion sphinctérienne, elles ont été exposées, et les femmes qui n'ont pas eu de lésion sphinctérienne, elles ne sont pas exposées. Ça, c'est le risque de base. C'est les femmes qui ont eu la césarienne. Et ce qui est intéressant, c'est la différence de risque ici. Et ce qui est intéressant, c'est la différence d'exposition. La fraction attribuable dans une population dépend de la proportion des sujets exposés et du risque relatif d'incontinence fécale. En prenant une proportion de 10% de lésions 3-4, c'était dans cette étude-là ce qu'on avait eu, on trouve que la fraction attribuable dans la population de l'incontinence fécale qui peut être due aux lésions sphinctériennes n'est que de 6%. Une minorité des cas d'incontinence fécale est attribuable à une lésion sphinctérienne. D'accord ? Ça, peut-être ça relativise un peu le propos quand même. Donc les limites de l'échographie périnale en salle d'accouchement, priorité c'est l'amélioration du diagnostic clinique et la prise en charge globale, ça vient vraiment avant tout. Toutes les lésions ne causent pas de symptômes, tous les symptômes ne sont pas causés par des lésions occultes. La suture, comme on l'a vu aussi avant, ne prévient et de loin pas 100% des cas d'incontinence. Il faut faire attention, il ne faut pas nier ces lésions, il faut les diagnostiquer honnêtement, et puis il ne faut pas en faire trop non plus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez venir, on va s'installer à la table. Merci beaucoup pour cet exposé qui, sans aucun doute, nous fait réfléchir.
au-delà de l'aspect simplement de la déchirure. Installez-vous. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense probablement. Merci beaucoup, parce que on a appris beaucoup ce matin, enfin moi en tout cas. Je voulais savoir, je suis là, je voulais savoir si... je voudrais revenir sur ces diagnostics échographiques sur des patientes qui n'ont pas de lésions visibles, qui n'ont pas de déchirure. Est-ce que c'est utile de les chercher? Et si on les trouve, est-ce que c'est utile de les traiter? Donc ça, c'est une question importante, bien sûr. C'est les cas les plus difficiles. Parce que je pense que la plupart des cas, quand on fait l'échographie, on reprend cliniquement, on regarde et on fait « Ah bah oui, effectivement ». Donc les cas quand la peau est intacte, la muqueuse intacte, voire le périnée superficiel, les releveurs, tout ça est intact, les transverses superficielles du muscle du périnée sont intactes, ça me paraît encore assez lourd d'aller chercher. Pendant l'étude, je me souviens très bien d'un cas, je l'ai fait, mais on n'est pas si à l'aise que ça. On ouvre un petit peu, c'est souvent la peau est intacte, et puis en arrière, c'est déchiré. Ça arrive avec les ventouses un peu plus souvent peut-être. Et puis là, en explorant, si on ouvre délicatement, tout d'un coup, on trouve quand même la lésion sphinctérienne. On peut le faire, et en s'aidant de l'échographie toujours. Je pense que si l'échographie, elle est de bonne qualité, quand on voit bien, on n'a pas de doute. Après, dire que c'est le plus utile, là, je ne suis pas certain, je ne peux pas dire. Ça pose la question des résultats des réparations. C'est-à-dire, y a-t-il une grosse différence fonctionnelle dans une réparation précoce faite dans la foulée du traumatisme par rapport à une réparation qui serait faite à l'occasion d'une consultation pour plainte, plus tard? Oui, tout à fait. Il y a aussi les études très intéressantes, c'est de garder les cas difficiles pour le lendemain matin, qu'ils soient faits avec l'équipe de jour, qui est souvent quand même un peu plus expérimentée que l'équipe de nuit. Et ça, c'est intéressant, et c'était ce qui m'avait un peu interpellé à Lille quand tu avais fait le topo, c'est qu'en fait, dans l'organisation de la salle d'accouchement, vous étiez, entre guillemets, capable, le lendemain matin, de dire à la patiente, la lésion vue à l'échographie a été staffée ce matin, il y a une réparation à faire, on va la faire aujourd'hui en reprenant la péridurale ou pas? Non, 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 non. On a fait à 3 h du matin, s'il fallait, ou à minuit. Oui, mais quand les clichés étaient présentés le lendemain? Ah non, là, on tape l'interne, c'est tout, mais on ne recommence pas. Mais ceci dit, ça mérite d'être étudié, parce qu'un accouchement, on fait une échographie, il y a une lésion, l'accouchement s'est passé en pleine nuit, il y a du travail partout en salle d'accouchement, on sait que cette patiente est porteuse d'une lésion qui date d'il y a quelques heures. Finalement, si la différence de réparation immédiate est plus efficace qu'à distance, ça vaut peut-être la peine de prendre le temps de la refaire le lendemain, tant pis. Oui, oui, et ça, il y a des études qui montrent, il y a des équipes qui font comme ça, et c'est tout à fait gérable. Il faut être d'accord de retarder le programme le matin de 3/4 d'heure, mais ce n'est pas la fin du monde, c'est faisable. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question sur l'examen de sortie. J'ai cru comprendre que vous proposiez de faire un examen par toucher rectal, évaluation des releveurs à la sortie de la patiente de suite de couche. Et je me demandais de l'intérêt de cet examen à quelques jours de l'accouchement, dans la mesure où, en ce qui me concerne, si on fait cet examen, je ne reprends pas la patiente chirurgicalement immédiatement, même si cliniquement j'ai un défect. Bien sûr, l'examen fait directement en salle de naissance lors d'une déchirure ou lors d'une suture au niveau de la fourchette postérieure, le toucher rectal, tout à fait, mais en fin de suite de couche, un examen qui n'est pas très agréable, est-ce qu'il vraiment, il va en suite de couche immédiate changer notre prise en charge? Il évalue le tonus de repos, déjà, le tonus inconscient. Il a une place, je pense, pour la rééducation, puisque ces patients qui sont adressés systématiquement pour une rééducation précoce, donc avec des exercices qui sont 2 fois par jour, avec des séquences répétitives, 10 fois, d'accord, pendant 3 à 4 semaines. Et c'est simplement l'intérêt d'avoir une évaluation, je dirais, clinique initiale et avec une évaluation clinique finale. Voilà, simplement dans le cas de l'évaluation, elle n'a pas de véritable jugement de valeur, je dirais, en tant que tel,
sur la qualité du sphincter externe notamment. C'est un peu plus dur sur le sphincter interne, mais simplement pour suivre l'évolution de ces patientes à J10, J15 quand on les revoit, et on les revoit à J45 également. Merci. Oui. Je voulais savoir, quand vous parlez de rééducation précoce, qu'est-ce que vous entendez par précoce? Est-ce que vous entendez à 6 semaines ou bien est-ce que vous attendez immédiatement dans le postpartum? Ah non, elle est immédiate. Dans ce protocole qu'on avait fait donc, sur 230 patientes qui avaient une déchirure périnéale, il y avait donc les deux cohortes. Et la cohorte 115 patientes qui avaient la rééducation précoce, elle était débutée le lendemain de l'accouchement, d'accord, systématiquement par un kiné spécialisé dans la rééducation. Alors, il n'y a pas du tout de sonde endovaginale, il n'y avait pas de biofeedback, absolument pas. Donc, ce sont des techniques de limitation hypopressive pour rentrer le ventre. L'intérêt, en fait, c'est de protéger la cicatrisation périnéale, pour que la cicatrisation périnéale puisse se faire dans de bonnes conditions. Mais elle est débutée le lendemain, et notamment les techniques de périnal locking, de bloquer le périnée, d'accord, avec des positions en mettant allongées, puis en position debout, progressivement. Donc le but, c'est de protéger le périnée, mais elle est vraiment commencée le lendemain de l'accouchement et de manière répétitive avec des séquences 10 fois par jour. Est-ce que vous avez mis en place un dépistage en salle d'accouchement systématique par échographie des lésions, ou est-ce que vous ciblez sur des modalités d'accouchement, extraction, gros bébé, et ainsi de suite? C'est une bonne question. En fait, pour l'instant, on cible tout sur les facteurs de risque. Dès lors qu'on a une suspicion clinique, bien sûr qu'on le fait, et on ne fait pas encore d'échographie systématique. L'étude multicentrique de Xavier Fritel probablement le dira dans les années à venir, enfin dans les mois à venir en tout cas, on attend les résultats, mais on ne le fait pas systématiquement. Mais dès qu'il y a un facteur de risque, notamment quand ils sont cumulés, dans ce cas-là, on fait l'échographie endorectale, endoanale, assez facilement pour authentifier ces lésions sphinctériennes. Plus tôt elles seront diagnostiquées et réparées, mieux c'est pour le pronostic de ces patientes à moyen terme et à long terme. Pour faire suite à la remarque de David, la problématique posée également, c'est la suture de la lésion périnéale complexe, on va dire dans la nuit, au bloc opératoire, puisque c'est la recommandation, cela fait partie des recommandations, avec une organisation d'une équipe, avec peut-être des praticiens pas forcément toujours formés à la chirurgie périnéale, puisque c'est une vraie chirurgie. C'est une chirurgie qui est apparue, qui s'est complexifiée, puisqu'auparavant c'était une chirurgie partielle. Et la question qui peut se poser aussi, c'est l'expertise du gardiste. Est-ce que c'est accessible à tout le monde, à tous, à toutes, compte tenu aussi de la rareté de l'événement, il faut le dire, et tout le monde n'est pas chirurgien périnéal, vaginaliste, on va dire. On devrait peut-être, en tout cas, avoir des validations de formation pour l'équipe de sages-femmes, pour les internes enseignants. En tout cas, c'est ce qu'on fait. On a des programmes de plein de choses pour les internes de simulation et peut-être de validation. Elles ne sont pas encore obligatoires, en tout cas dans le cadre du DES, mais peut-être au moins pour connaître les techniques et savoir réparer. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même un opérateur qui soit un petit peu entraîné, et c'est vrai que c'est une question difficile. J'ai le sentiment que la priorité, elle est surtout au diagnostic de la lésion, et ça, tout le monde peut le faire. Et après, sur la réparation, bon, il faut qu'il y ait une adéquation effectivement entre les ressources humaines et le plateau technique, mais si c'est tellement important, ça vaut la peine parfois peut-être de le faire 24 ou 48 heures plus tard, mais de le faire correctement, quoi. Mais tout à fait. Et les études vont dans ce sens. Hein. Et de ce fait, d'informer en cours de grossesse les patientes que c'est une option. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que quand on répare à 1 mois ou 2 mois ou 6 mois, ça peut être déjà trop tard et foutu? C'est autre chose. Ça, je pense, c'est important. En discutant avec les collègues aussi, coloproctologues, tout ça, vous êtes tous d'accord qu'en salle d'accouchement, le tissu, il est déchiré, œdémacié, il saigne, il est contu. Après, c'est de l'autre chirurgie, c'est du tissu de cicatrisation qui est beaucoup plus ferme.
c'est différent. Après, c'est pas forcément foutu, mais c'est multifactoriel. Et toutes ces études manquent pour me dire que c'est mieux de le faire tout de suite, ou 3 mois après, ou le lendemain, ou le surlendemain, de faire l'échographie en salle d'accouchement. On peut faire l'échographie le lendemain matin aussi. Il n'y a pas avoir quelqu'un de plus compétent. Et ça, tout ça, c'est des questions qui sont ouvertes et qui méritent d'être posées. En d'autres termes, je veux dire, actuellement, on fonctionne avec des déchirures qu'on a vues et qu'on répare tout de suite en salle d'ac. Est-ce qu'à 3 jours ou 1 semaine ou 1 mois, il faudrait systématiquement faire une consultation chez un proctologue ou avec une échographie, un EMG ou je ne sais pas quoi, pour éventuellement la reprendre et rattraper un truc qui, sinon, va rester séquelaire à vie parce qu'on ne l'a pas repris assez tôt? Je ne sais pas. Alors ça, c'est rare. Je pense que 3 jours après, par exemple, il y a toute la cicatrisation qui se fait, il y a énormément d'œdème. Et puis pour prendre l'exemple d'autres plaies musculaires, si on demande à un orthopédiste ou comme ça, il va dire je la prends après 3 heures ou je la prends plus tard, j'attends que ça refroidisse. Et donc ça, il n'y a pas d'indication pour ça. Et je pense que là, ce qu'on fait actuellement pragmatiquement, c'est on répare tout de suite en salle d'accouchement, éventuellement on répare le lendemain matin. Et puis après, je pense que c'est fair play de donner 6 mois à la patiente, parce qu'il y a toutes celles qui vont récupérer, qui vont avoir les lésions sphinctériennes occultes, les 60% qui n'ont pas de symptômes malgré une lésion sphinctérienne. Vous avez aussi déjà tous vu des patientes qui ont plus de périnée superficielle, qui ont un sphincter complètement absent et qui sont continentes. La continence des selles, elle dépend du sphincter, mais elle dépend des releveurs, elle dépend du contenu, elle dépend de 1000 choses. Très bien, mais écoutez, nous vous remercions encore pour ces 2 belles présentations. Et puis, merci beaucoup.